j'ai fait ou pas. Voilà, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que c'est toi qui vas avoir la clé. À pleine force de l'âge. On m'a prévu que je vous parle d'un certain nombre d'actualités provenant des collectivités. Quand je parle des collectivités, c'est bien sûr la ville de Saint-Malo et l'agglo, Saint-Malo agglomération. Hein. Et vous avez vu ces derniers temps un certain nombre d'annonces là, et je vais revenir dessus. Et puis vous allez vous dire, mais de quoi il nous parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais avant, une petite digression quand même, parce que là, j'ai pas pu m'empêcher. Dans un premier temps, j'avais envie un peu de plaisanter et de vous dire que Monsieur Ronan Le Guaster de Fleurette avait annoncé sa candidature au restaurant Le Canon et qu'il a annoncé sa défection dans le bar des pétards mouillés. Et puis, bon, je me suis dit que mon humour n'était peut-être pas terrible là-dessus. Et qu'en fait, il y avait bien plus important à dire. Bien plus important à un tas de gens qui vivent autour de nous et qui, éventuellement, seraient tentés par un vote RN. Et moi, je veux leur dire, mais réfléchissez bien, ici à Saint-Malo, qui s'est battu pour faire baisser le prix de l'eau? Qui s'est battu pour ça? Qui s'est battu pour une régie? Qui s'est battu pour baisser le tarif de l'eau? Vous les avez vus, ces personnes? Vous les avez pas vus? Mais nous, vous nous avez vus là-dessus. Qui se bat actuellement pour avoir un réseau de transport correct? Vous les avez vus là-dessus? Non. Eh ben non, effectivement. Et qui s'est battu pour garder les arbres ou les jardins communs, les jardins publics? En fait, les jardins de ceux qui n'ont que leur balcon. Qui s'est battu pour ça? Exactement. C'est pas eux. Aujourd'hui, il y a une espèce de mensonge qui se répand, alors à grand renfort de médias, comme quoi la force politique d'extrême droite serait près des gens, se battrait pour le quotidien, etc. Mais vous les avez vus à Saint-Malo? Non, jamais. De ce point de vue-là. Hein? Et ça, ces combats-là, nous devons nous les mettre en avant. Parce que ceux qui sont proches des gens et ceux qui ont fait en sorte qu'un certain nombre de choses, même avec une si faible opposition, ces choses ont changé. Et donc, en portant l'espoir de renforcer notre camp, parce que je n'hésite pas à dire notre camp, eh bien, nous pouvons faire changer bien plus de choses. Donc, je laisse à ses canons, à sa cuisine électorale, etc. Mais moi, je préfère prévenir les gens en leur disant « Rejoignez-nous ». Parce que votre place est ici. Alors, bon, pour ce qui concerne les nouvelles des collectivités, le vote du PLU, l'annonce de la fin de la DSP et l'annonce concernant la fin du BEA-CMD du Palais du Grand Large. Complexe, quel lien entre tout ça? Ne cherchez pas le lien que je vais essayer d'établir, c'est de vous dire tout simplement quelle aurait été notre attitude face à ces questions-là. Et on va commencer par le PLU de Saint-Malo. Le PLU de Saint-Malo, parce que figurez-vous que 4 mois avant les élections, on décide d'un document qui va formater la ville pour 20 ans. 4 mois avant les élections, on formate pour 20 ans. Il faut vous dire que la première délibération qui a décidé de la modification du plan, de la révision du plan d'urbanisme à Saint-Malo, elle est de 2015. Et on l'adopte en novembre 2025, 10 ans après, à 4 mois des élections. Quelle est l'urgence là? Quel est le but? Je vais tout simplement vous lire, parce que là, je suis obligé de le lire, puisque ce n'est pas de moi.
une petite phrase qui sort d'une synthèse établie par la Cour des comptes sur le logement défiscalisé. Ils nous disent la chose suivante. Par ailleurs, la contrepartie de près de 40 ans d'incitation fiscale à l'investissement locatif a créé une forme de dépendance des promoteurs, constructeurs à ces dispositifs. En fait, on est dans cette situation-là. À Saint-Malo, le but est de préserver 500 logements en construction. C'est pas pour les locataires, c'est pas pour les gens qui vont venir dedans. Le but, c'est de préserver la situation des promoteurs qui vivent là-dessus depuis des années et des années. Mais depuis pas tant de temps que ça, parce que celui qui nous dit aujourd'hui il faut faire 500 logements, quel est son bilan entre l'année 99 et l'année 2009, dans ces années où ils étaient tranquilles, hein, ils avaient tous les pouvoirs. Quel est son bilan? Son bilan, c'est 10 ans, 7 résidences principales. C'est-à-dire qu'en 10 ans, la différence du nombre de résidences principales, c'est 7. Pardon, c'est 76, c'est 7 par an. 76, mais 7 par an. Là, aujourd'hui, il nous en promet 500. 7 par an. Et combien de résidences secondaires au total? 1400. 69. D'accord? 1469 en 10 ans. Non, en 10 ans. 1469 en 10 ans. C'est vous dire. Et on pourrait s'imaginer que le nombre de locataires, il a augmenté dans ces années-là. Bien non. Lui qui se bat pour les locataires, pour avoir du logement mis à disposition, etc. Figurez-vous que dans ces années-là, le score, c'est moins 400. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va essayer de réparer, avec un mauvais système, finalement tout ce qu'on a semé depuis le début des années 2000. Et figurez-vous que, ça n'est pas Voix commune qui l'a fait, mais d'autres ont regardé de très près ce qui était voté dans ce plus. Et ça ne vous étonnera pas si, dans la majorité des secteurs où sont prévues les constructions, les règles pour établir du logement abordable ou du logement social sont contractées en une phrase, et que je peux vous dire que cette phrase, elle ne sera pas opposable aux promoteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ça c'est un scoop, je mets mon autre casquette une seconde, excuse-moi Céline, mais que l'association Ozon, dimanche dernier, à minuit 2, a déposé le recours contre le plus de Saint-Malo, auprès du tribunal administratif. Et ça, on le porte pour tous ici. Donc en fait, le premier événement, le plus de Saint-Malo, il est voté pour préserver une rente à Saint-Malo. Et cette rente-là, c'est une rente pour les promoteurs. Avec un changement qui est fou. Même ceux qui ne sont pas passionnés par ça l'entendent, mais la moyenne d'âge, etc., le niveau financier, j'avais cité le nombre, lors de l'inauguration, j'avais cité le nombre de familles monoparentales en supplément en France en quelques années, qui était 30%. Et pour la même période, je vous avais cité le nombre à Saint-Malo, qui est de moins 14%. Et depuis, figurez-vous, j'ai été vérifié si ces familles monoparentales elles se retrouvaient dans l'agglo. Et non, c'est fini. L'agglo n'arrive plus à couvrir le fait d'exclure les familles les plus pauvres de Saint-Malo. Et elles vont au-delà de l'agglo. D'accord? C'est de la... Ah oui, alors, il y a aussi d'autres couples, excusez-moi, mais l'intérêt de citer les familles monoparentales, je le rappelle, c'est parce que les familles monoparentales, on a 35% de familles monoparentales sous le taux de pauvreté. Et donc c'est un indicateur extrêmement puissant pour voir l'accès à la ville. À l'agglo, alors là je change de casquette, on parlait du maire, monsieur Lurton, et on va parler du président de l'agglo, monsieur Lurton, qui décide d'un seul coup, là, de casser la délégation de service public. Alors ça, vous l'avez vu dans le journal, hein, c'était assez formidable, puisque les élus n'étaient pas au courant, les autres maires, tout ça, ils n'étaient pas au courant. Formidable. Mais là encore,
ça devrait venir au Conseil communautaire du 12 février. Est-ce que nous disons, bon, après tout, que vous cassiez la délégation, pourquoi pas? De toute façon, c'est pour juin 2027. Ce qui s'explique par le fait que pour mettre autre chose à la place, il y a beaucoup de travail. Hein. Mais surtout, n'allez pas décider le 12 février, un mois avant les élections, ce qui va être fait après. Vous n'êtes plus légitime pour le faire. Les nouvelles équipes vont le faire. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres idées, des idées que nous, on peut défendre, entre autres. Par exemple, la création de régies publiques. On a su créer une régie de l'eau à Saint-Malo. Elle fonctionne pas si mal, ça fait maintenant plus de 10 ans. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, la régie de l'eau, elle applique ce que donnent les élus en termes de tarifs, etc. Mais elle travaille. Pour quelle raison ne pas faire la même chose pour le transport? C'est un premier pas. Au moins, on ne viendra pas engraisser des Veolia, des Suez, etc., avec l'argent qui n'est pas mis à l'entretien des réseaux à Saint-Malo. Nous disons qu'ils n'ont plus ils ont le droit, mais qu'ils n'ont plus la légitimité de décider de ce qui va se passer après. Et ça, il faut le dire fortement. Il y a des petits papiers là d'ailleurs qui vous rappelleront ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Alors, je l'ai un peu devancé, mais bien évidemment, avant de se lancer dans une délégation de service public, il faut bien comprendre quel est l'intérêt. Est-ce qu'on va mieux faire qu'avec une régie publique? Rappelez-vous qu'à Saint-Malo, il y avait une régie avant 2006. Ça fonctionnait. Alors, c'était pas le même territoire, mais qu'est-ce qui empêche de faire fonctionner ça? On n'est pas sur un truc extraordinaire, on ne voit pas les gens dans la Lune, on les envoie à Mignac, Morvan, non, pardon, on les envoie à Cancale. Hein? Ou bien intramuros. Mais c'est pas si compliqué que ça. On sait faire, les ingénieurs du public, les techniciens, les gens qui font la com, les gens ils savent faire ça. Le dernier truc, la dernière nouvelle, c'est ce drôle d'objet là, le BEACND. Alors, ça me disait quelque chose, parce qu'on s'est beaucoup occupé, excusez-moi, on s'est beaucoup occupé de cette question-là, et pour les passionnés, la Chambre régionale des comptes a pondu une vingtaine de pages sur le Palais du Grand Large dans son rapport de 2020. D'accord? Et je vais vous en parler 2 minutes, mais le BEACND, c'est donc un bail amphithéotique administratif avec convention de mise à disposition. C'est-à-dire qu'on confie à quelqu'un des travaux et l'entretien d'un lieu, et puis on lui donne de l'argent contre ça. 800 000 balles tous les ans. D'accord? Même un peu plus. Tous les ans. Et comment est-ce qu'ils ont été choisis? Ils ont été choisis en fonction d'un seul critère, le critère de la rapidité. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de dire on va arrêter le Palais du Grand Large pendant 16 mois. On a dit on ne l'arrêtera que 10 mois, parce qu'il doit s'y passer des choses, etc. Mais en contrepartie, eh bien, ce qui a été voté, c'est, alors que c'était plus cher que de faire des travaux directement avec des entreprises sous la gouvernance de la mairie de Saint-Malo, c'était plus cher, alors qu'on ne savait pas à l'époque si on allait récupérer la TVA de ces travaux. C'est vous dire, hein, 800 000 balles, la TVA, ça fait un petit peu d'argent. Eh bien, on a quand même décidé ça par idéologie, parce qu'il faut donner au privé, absolument, tout ce qui concerne la ville. Alors, je ne vous dis pas ce qui s'en est suivi depuis, hein, les espaces verts de la ville, le CCAS, enfin bref. Mais là, en l'occurrence, ils ont décidé de casser le truc. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas tenable, tout simplement. Et qui a payé les pots cassés, les 800 000 euros là? C'est nous. Et quelle aurait été notre attitude face à un problème comme celui-là? 1. Le Palais du Grand Large, déjà, il est remis, alors après 30 ans, 87-2015, je vous laisse compter, il a été géré illégalement. La première chose, une équipe comme la nôtre, qu'est-ce qu'on aurait fait face à ça? Qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, le juge de la Cour des comptes nous dit depuis 10 ans que la gestion est illégale. Il y a une justice, il y a un tribunal administratif.
On y va. Là, en fait, on a laissé pendant tout le temps que je vous ai dit, la gestion de ce palais des congrès à 7 personnes dans une association, tous chefs d'entreprise, dont le premier était lié au tourisme. Alors que le palais du congrès, c'est un outil touristique, véritablement. Si on avait été à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Hein? Vous voyez venir? Bien évidemment, ce genre d'équipement, pour quelle raison il y a une fatalité à ce que ce soit le privé qui s'en occupe? Pour quelle raison? Voilà. Et donc, les nouvelles de Saint-Malo aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a tout simplement un retour de bâton. Là. Il y a une espèce de faillite qui se consume à petit feu, dont on essaie de ne pas faire grand bruit. Eh bien, nous, on va réveiller ça et on va dire non, pour le transport, on veut d'abord un réseau de qualité, mais on veut aussi une interpellation des usagers pour nous aider à faire ce réseau de qualité, et si possible, en tous les cas, moi je le veux, d'autres aussi, une régie publique de transport. De la même façon, au Palais des Congrès, je refuse qu'à l'avenir, on laisse ça comme ça. C'est pas possible. Et puis quant au plus, je vous dirais, écoutez, c'est simple, si jamais on est aux affaires là, dans 3 mois, on prend une délibération, et puis on refait le boulot. D'accord? Alors, voilà. Évidemment, depuis le temps qu'on se bat sur ces choses-là, je vous assure qu'on les a tournées, retournées, et que bien évidemment, ce qui est dit là est possible. Alors, les références maintenant, pour ceux qui veulent vérifier, parce que c'est les, comment on dit ça, les fakes, ou je sais pas trop quoi, là. Vous allez dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2020, et puis pour le nombre de logements, vous allez sur le site de l'INSEE pour la période 99-2009, et vous verrez, tout ça est confirmé, et puis les périodes suivantes sont encore pires. Voilà. Merci. Non. Alors, après le tableau qu'a brossé Alain de la démocratie à Saint-Malo, on peut dire que nous, à Voix Commune, on a une conception qui est bien différente de la démocratie, et que, loin de la décision du sommet qui redescend, nous souhaitons partir de la base large, alors des signataires de la charte pour le moment, une base qui continue à s'élargir pour désigner celles et ceux qui vont nous représenter. Donc dès le début, nous avons eu à cœur que la composition de la liste fasse une large place aux citoyennes et aux citoyens, et que ce ne soit pas le fruit d'arrangements entre les partis. Ainsi, nous avons réservé les places limitées aux partis politiques, et 9 candidats ont été désignés donc par les partis. Puis nous avons lancé un appel à candidature à tous les signataires de la charte, et nous allons ce soir procéder au tirage au sort entre les candidats pour obtenir un nombre de noms nécessaire et suffisant pour avoir une liste complète. Et puis le 18 janvier, nous voterons pour ordonner cette liste. Donc toutes ces pratiques montrent déjà la démocratie que nous souhaitons mettre en place une fois élus, car ce n'est bien sûr qu'un début actuellement. Ainsi, comme nous l'avons présenté déjà le 19 décembre dernier, nous avons choisi d'inscrire à notre programme la création de conseils de quartier, composés d'habitantes et d'habitants des quartiers tirés au sort, qui nous permettront de faire partir du terrain les décisions qui impactent la vie dans les quartiers, la vie à Saint-Malo. Pour que là encore, le mouvement soit remontant. Et pour nous assurer que ces instances nouvelles puissent se mettre en place et fonctionner efficacement, on prévoit aussi de missionner un élu dédié à la démocratie locale. Alors tout ça n'est pas pour autant facile, on le sait, les fonctions d'élu local ne sont pas simples, et on le voit autant dans le nombre de démissions, malheureusement à l'échelon national, que dans la difficulté à trouver des candidats pour constituer des listes. Quand on décide de tirer au sort, comme à Voix Commune, on se met une difficulté supplémentaire parce qu'il faut que nous ayons un peu plus de volontaires que de place sur la liste. Donc avoir plus de 43 candidates et candidats pour une ville comme Saint-Malo de près de 50 000 habitants, ça paraît un petit peu dérisoire et facile, et pourtant ça n'a pas été si simple que ça. Mais on a relevé le défi et on a réussi à avoir un nombre suffisant de candidats pour procéder ce soir au tirage au sort.
Nous avons 26 candidates et 23 candidats, donc 49 au total. Et je souligne aussi qu'au départ, il nous manquait plus de candidates femmes et que finalement, en passant des coups de fil, en rappelant les unes et les autres, eh ben, on a plus de candidates femmes que d'hommes. On peut être fiers de ça. Donc parmi ces 49 noms, il y en a 11 qui sont déjà sur la liste, qui ne seront pas dans le tirage au sort, du coup, puisque c'est le binôme tête de liste et les 9 candidats des partis. Et donc les 32 autres places de la liste vont être tirées au sort parmi les 38 volontaires. Et bien, place au tirage au sort. Alors ce sont des noms mis sur des étiquettes écologiques, hein, c'est du papier recyclé. Alors, Dominique Grappiolo. Véronique. Oui. Anne Reynaud. Bravo, madame. Allez, alors si on élu que des absents. Fanny Brassini-Huon. Elle est où? Véronique Le Guen. Noël Dossé. Un dernier nom. Trop, je pense, chez les hommes. Encore, là, c'est bon? Et manger la galette. La parité est-elle respectée? Oui. Oui, on a tiré en fonction pour que la parité soit respectée. C'est-à-dire qu'on arrive à entendre. Nous avons plus de femmes que d'hommes. Parce qu'il y a 40 femmes.